Quand j'ai essayé de le frapper, je n'ai mis que la moitié de son pied dans mon visage. Puis je me suis arrêté et j'ai pris la pause. Cela semble une blague, mais cela révèle le secret que Sammo Hung a gardé pendant des décennies à propos de Bruce Lee. Que Bruce Lee a-t-il dit à Sammo Hung et pourquoi ne l'a-t-il révélé que maintenant? La vérité sur la relation entre ces deux icônes des arts martiaux va vous surprendre plus que vous ne le pensez. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité jamais vue sur Bruce Lee. La révélation de Sammo Hung. Mes pieds n'étaient même pas à moitié là. Sammo Hung rit de ce souvenir, mais il y a encore un éclat d'incrédulité dans ses yeux, comme si ce moment était toujours aussi vif et inoubliable. Tout a commencé lorsque le public a de plus en plus reconnu l'énorme influence qu'avait Bruce Lee sur la génération des acteurs d'action de Hong Kong, notamment des noms comme Jackie Chan et Sammo Hung lui-même. Bien que chacun ait son propre parcours brillant, tous portaient la marque de ce petit homme à la vitesse fulgurante, qu'ils appelaient toujours respectueusement Bruce. « J'ai vu tous les films de Jackie Chan », dit Sammo, d'une voix grave comme s'il se parlait à lui-même. « Mais ce qui me relie à Bruce, ce ne sont pas seulement les films. Ce sont les moments, les souvenirs, les morceaux d'histoire que nous avons créés ensemble. » Il se souvient très clairement de la première fois qu'il a rencontré Bruce. À ce moment-là, Bruce n'était pas encore une star internationale. Il était juste un jeune homme ambitieux, fraîchement revenu à Hong Kong après avoir commencé sa carrière en Amérique. Mais même avant de devenir célèbre, Bruce avait quelque chose qui empêchait les gens de détourner les yeux de lui. La confiance, le charisme et une énergie électrique. Quand on m'a présenté, j'ai ressenti une grande pression, se souvient Sammo en riant. J'ai demandé directement « Es-tu aussi rapide que ça ?» Bruce n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, comme si c'était quelque chose qui n'avait pas besoin d'être prouvé. Sammo, qui était également un expert en arts martiaux à l'époque, a essayé de donner un coup de pied à Bruce. Mais avant même qu'il ne l'atteigne, Bruce s'est retourné, lançant une contre-attaque d'une rapidité fulgurante. « Mon pied n'était même pas à moitié là. » dit Sammo, sa voix mêlant admiration et étonnement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était la première fois que j'avais l'impression de faire face à quelque chose, au-delà de l'échelle humaine. À partir de ce moment-là, aux yeux de Sammo, Bruce était plus qu'un ami. Il était une légende en train de se forger. Jackie Chan a aussi parlé d'être le doublure de Bruce Lee dans Enter the Dragon. Et bien que ce ne fût qu'une brève apparition, cela a suffi pour lui donner la sensation d'être inspiré par une star qu'il admirait tant. Jackie et Sammo s'accordent à dire que Bruce était plus qu'un collègue. C'était une icône, un pionnier dans un monde cinématographique où les Asiatiques n'avaient jamais vraiment été entendus auparavant. Il entrait dans la pièce et tout changeait. Dit Sammo. Ce n'était pas parce qu'il essayait d'être cool, c'était parce qu'il l'était. Ce genre de cool que l'on ne peut pas apprendre. C'était dans son sang. Mais ce qui hante le plus la mémoire de Bruce, ce n'est pas sa vitesse, ni sa célébrité. C'est sa mort soudaine. Lorsque Bruce Lee est décédé à l'âge de 32 ans, Sammo et Jackie ont tous les deux eu l'impression d'avoir perdu un frère, Unguide. Ils ont continué leur chemin, chacun essayant de marquer son époque. Mais il y avait toujours un vide dans leur cœur que personne ne pouvait combler. C'est un héritage lourd, a admis Sammo. Nous ne voulons pas imiter Bruce. Nous voulons simplement vivre à la hauteur de la passion qu'il a laissée derrière lui. Des décennies ont passé, mais les souvenirs de Sammo Hung de Bruce Lee sont aussi vivants que s'ils dataient d'hier. Il y a des choses qu'il a gardées secrètes pendant des décennies, pas par peur, mais par un profond respect pour un ami, une légende. Mais peu de gens savent que derrière l'image d'une légende forte et pleine d'humour comme Sammo Hung se cache une enfance loin d'être paisible. Avant de devenir l'ami et le partenaire respecté de grandes figures comme Bruce Lee ou Jackie Chan, Sammo a dû apprendre à survivre dans un monde impitoyable. Un monde où la discipline de fer, les blessures et les larmes l'ont accompagné depuis son enfance. Une enfance turbulente. Né dans les rues animées et bondées de Hong Kong en 1952. Sammo Hung n'a pas eu une enfance paisible comme beaucoup le pensent, alors que la plupart des enfants du même âge profitaient à de journées insouciantes. Sammo a été plongé dès son plus jeune âge dans le tourbillon de l'art et de la discipline stricte. Ses parents étaient des artistes costumés, travaillant dans l'industrie du cinéma. Mais en raison de conditions difficiles, ils l'ont envoyé vivre chez ses grands-parents,
qui occupait une position importante dans l'histoire du cinéma hongkongais. La grand-mère maternelle de Sammo était l'actrice légendaire d'arts martiaux Chin Xiang, tandis que son grand-père maternel était le réalisateur célèbre Hung Chung-ho. C'est de là que Sammo est né dans un véritable berceau du cinéma. Il a grandi sur les plateaux de cinéma, au milieu de tournages tard dans la nuit et de discussions artistiques sans fin. Mais c'est aussi ici que les graines d'un parcours tout sauf lisse ont été plantées. À l'âge de 9 ans, Sammo commence à étudier à l'Académie de théâtre de Chine, une école d'opéra renommée dirigée par le maître Yu Jim-yuen. Ce n'était pas seulement un lieu de formation artistique, mais aussi un endroit où les défis physiques et mentaux étaient rigoureux. Les étudiants comme Sammo devaient apprendre la danse, le chant, l'acrobatie, les arts martiaux, tout cela dans une discipline stricte. Les coups, les blessures et les larmes étaient la norme. Mais c'est cela qui a forgé la volonté de faire de Sammo Hung par la suite. Sous le nom de Sen Yuen Lung, Sammo est devenue l'une des étoiles les plus brillantes du groupe de performance des 7 petites fortunes, qui comprenait aussi Jackie Chan, Yuan Biao et bien d'autres grands noms par la suite. Dans cet environnement férocement compétitif, l'amitié et la rivalité entre Sammo et Jackie Chan se sont rapidement formées, poussant les deux à aller toujours plus loin dans chaque mouvement, chaque rôle. Mais au sommet de sa carrière, une grave blessure à l'âge de 14 ans laissa Sammo alité pendant longtemps. Le garçon, autrefois agile et flexible, devait désormais faire face à la perte de son corps tonique, à une prise de poids rapide et à des doutes sur lui-même. C'était une période qui a mis à l'épreuve la volonté de Sammo plus que jamais. Cependant, avec un esprit indomptable, il décida de revenir dans l'industrie du cinéma, en partant des zéros en tant que cascadeur. Le nom Sammo vient du personnage de dessin animé qu'il adorait quand il était enfant. Un nom mignon. Mais caché à l'intérieur se trouve une personne dure. Hung commença à gravir les échelons de l'industrie du cinéma, passant de petits rôles sans dialogue à des performances acrobatiques dangereuses. Il apprit à observer et à mémoriser chaque angle de caméra, chaque battement de montage, et les appliqua ensuite avec aisance lorsqu'il devint réalisateur et directeur d'action. En 1988, le film Painted Faces sortit, une œuvre qui recréait la vie des élèves de l'Académie de théâtre de Chine, avec le personnage principal inspiré de Sammo Hung lui-même. Le film dépeignait de manière réaliste le processus d'entraînement ardu, mais honorait aussi l'esprit de fer et la forte amitié de ceux qui mangeaient, vivaient et versaient leur sang ensemble sur scène et à l'écran. Depuis les années 1960, Sammo commença à apparaître dans des films comme Education of Love, Big and Little Wong Tin Bar, où son amitié avec Jackie Chan se forma. Mais ce n'est qu'en rejoignant le célèbre studio de cinéma Shaw Brothers que Sammo développa véritablement son talent. Là, il n'a pas seulement joué des rôles secondaires, mais a aussi appris à mettre en place des scènes, chorégraphier des séquences d'action et créer ses propres mouvements d'arts martiaux. Dans les années 1970, Sammo Hung est devenu une véritable star de l'action. Il a joué dans des classiques comme Enter the Dragon et est devenu un pionnier dans le mélange des arts martiaux traditionnels avec des éléments cinématographiques modernes. Alors que le cinéma d'arts martiaux atteignait son âge d'or, Hung s'est rapidement imposé non seulement comme un créateur, mais aussi comme un précurseur. Cependant, à mesure que les années 1970 et 1980 avançaient, l'industrie commença à changer. De nouvelles tendances, des pressions commerciales et la concurrence d'Hollywood obligeaient des artistes comme Sammo à s'adapter en permanence. Malgré son succès dans les années 1970, Sammo Hung a réalisé que les projecteurs ne durent pas éternellement. L'industrie du cinéma est en train de changer. Et un homme avec un passé d'opéra chinois traditionnel peut-il s'adapter? La transformation de l'industrie cinématographique. Les comédies ont commencé à dominer le grand écran, tandis que les films traditionnels d'arts martiaux, autrefois l'élément central du cinéma hongkongais, ont progressivement été mis de côté. Pour Sammo Hung, il ne s'agissait pas seulement d'un changement dans les goûts du public, mais d'un défi à surmonter pour survivre. Ayant été impliqué dans les arts martiaux depuis son enfance, il a dû s'adapter pour survivre. Son premier effort en tant que réalisateur, The Iron-Fisted Monk 1977, marqua un tournant. Le film n'était pas simplement un film d'arts martiaux conventionnel, mais il combinait habilement la comédie et le contexte historique, reflétant sa perspective sociale unique. Cela posa les bases d'un nouveau genre,
où les coups de poing et les rires partageaient en la scène. Dans les années 1980, Sammo Hung devint véritablement un pionnier. Avec la série de comédies d'action Lucky Stars, il mit en avant les éléments de travail d'équipe, d'amitié et d'optimisme. Hung, Jackie Chan et Yuen Biao, le trio autrefois célèbre, transformèrent Lee. Séquence de combats complexes en spectacle à la fois divertissant et captivant, élevant le cinéma d'arts martiaux hongkongais à de nouveaux sommets. Sous les projecteurs, c'était une époque de rire et de réjouissance. Mais derrière la caméra, la pression pesait sur Sammo. En tant que pionnier, il n'avait que peu de modèles à suivre. Chaque étape était un tâtonnement entre un grand succès et la peur d'être oublié. À mesure que l'industrie continuait de changer, la vision de Sammo mûrit. Ses films reflétaient progressivement la réalité sociale, s'éloignant des anciens motifs et des fantasmes surréalistes. Il commença à intégrer les arts martiaux dans la vie urbaine, les laissant entrer en collision avec les préoccupations quotidiennes. Comme dans Winners and Sinners ou My Lucky Stars, les scènes de combat étaient toujours énergiques, mais elles étaient désormais ancrées dans des histoires intimes et humaines. Cependant, Sammo n'était pas sans ses luttes. C'était une personnalité forte, souvent franche et inflexible, ce qui tendait de nombreuses relations personnelles et professionnelles. Dans les années 1990, une période de bouleversement survint lorsqu'il se sépara de Golden Harvest, le berceau de son succès pendant de nombreuses années. Sans son soutien habituel, Sammo dut recommencer à zéro, mais il ne recula pas. Ses films ultérieurs, bien qu'ils ne soient pas aussi populaires qu'auparavant, conservaient toujours une touche profondément personnelle. Ils reflétaient le parcours de la vie, la maturité et parfois la vulnérabilité d'un homme qui avait été au sommet. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Sammo commença à s'étendre sur le marché international. Il accepta un rôle dans la série télévisée américaine Martial Law, où il montra non seulement ses capacités d'action, mais prouvait aussi son charisme et sa profondeur en tant qu'acteur. L'émission rencontra un grand succès et ouvrit un nouveau chapitre pour Sammo Hung en Amérique. Pendant ce temps, dans un coin totalement différent du monde, Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, s'engageait dans une vie tout aussi turbulente. Il naquit à San Francisco en 1940, dans une famille d'artistes chinois. Son père, Lee Hoi-chuen, était un acteur d'opéra célèbre, et sa mère, Grace Ho, était d'origine shanghaïenne et avait un mélange d'origine cantonaise et britannique. 4 mois après la naissance de Bruce, sa famille retourna à Hong Kong, mais ils furent rapidement pris dans le tourbillon de l'histoire. En décembre 1940, le Japon envahit Hong Kong. La famille Lee vécut dans la peur et la faim. Les premières années de Bruce se passèrent dans des quartiers exigus, avec des pénuries alimentaires et des inquiétudes quotidiennes. Malgré ses proches riches et célèbres dans l'industrie du divertissement, Bruce ne vécut pas une vie de luxe. Il dut apprendre à se débrouiller seul dès son jeune âge. Les bagarres dans la rue, la discrimination et les troubles sociaux façonnèrent une âme sensible mais agitée. Sa vie, dans la rue et plus tard à l'écran, fut une lutte constante pour prouver sa valeur dans un monde cynique. Qu'est-ce qui captivait tant Sammo Hung qu'il ne pouvait pas en détacher les yeux depuis qu'il était enfant? C'étaient les projecteurs et le rythme implacable du monde du cinéma. Et Bruce, qu'en était-il de lui? Le monde du cinéma l'a appelé dès son jeune âge. La renommée de son père, Lee Hai-kwan, un célèbre chanteur d'opéra, a ouvert de nombreuses portes au jeune Bruce, lui permettant de se retrouver sous les projecteurs dès son plus jeune âge. Lors de sa première année de vie, Bruce apparaît dans le film Golden Gate Girl à Hong Kong, où il est surnommé Lee le Petit Dragon. Ce surnom n'était pas seulement une description mignonne pour un enfant, mais aussi un présage de l'esprit féroce et déterminé qu'il porterait tout au long de sa vie. Bien qu'il n'était qu'un enfant à l'époque, la scène et l'écran faisaient déjà partie de sa vie dès sa naissance. À l'âge de 9 ans, Bruce poursuit sa carrière d'acteur en jouant aux côtés de son père dans le film The Kid. Cependant, tandis que l'écran apportait de la lumière, la vie scolaire était un endroit sombre pour lui. Il avait des difficultés avec ses études, changeait fréquemment d'école en raison de problèmes et de conflits, et se perdait progressivement dans le système éducatif. Parallèlement, Bruce trouve sa passion dans les combats de rue, ce qui inquiétait ses parents. Pour introduire Bruce à la discipline et à l'entraînement, ses parents l'ont initié aux arts martiaux. Il commence avec le tai chi, mais le trouve inadapté.
Il passe ensuite au Wing Chun, un style nécessitant une grande agilité et précision, sous la direction du maître légendaire Ip Man. Cependant, le chemin n'était pas facile. En raison de ses origines occidentales, la mère de Bruce était d'origine germano-chinoise, de nombreux maîtres d'arts martiaux étaient réticents à l'accepter comme disciple. Ce n'est qu'avec l'aide d'un ami proche nommé William Chung que Ip Man accepte d'entraîner Bruce. Pendant son adolescence, Bruce non seulement pratiquait les arts martiaux, mais s'impliquait également dans le monde chaotique des rues de Hong Kong. Il participa à de nombreux combats, dont l'un avec le fils d'un puissant gangster. Le combat féroce laissa son adversaire gravement blessé, et Bruce fut pris pour cible par la police. Sa mère dut signer un document promettant qu'il resterait à l'écart des ennuis. Mais les combats ne firent que devenir de plus en plus obsédants. Finalement, en 1959, les parents de Bruce prirent une décision cruciale: l'envoyer en Amérique, espérant que cela serait l'environnement idéal pour lui permettre de repartir à zéro. Ce voyage marqua le début d'un parcours qui allait façonner une légende. Bruce posa le pied à San Francisco, vivant d'un certain temps avec sa sœur aînée Agnès. Il s'installa ensuite à Seattle, travaillant dans un restaurant dirigé par Taki Kimura, qui deviendrait plus tard l'un de ses étudiants les plus proches. Bruce vivait dans un petit appartement au-dessus du restaurant, travaillant tout en étudiant à Edison High School. Il commença à enseigner les arts martiaux à ses amis, et à partir de là, posa les premières bases de sa carrière d'arts martiaux en Amérique. Il ouvrit sa première école, le Jun Fan Kung Fu Institute, qui ne faisait aucune distinction de race ou d'origine ethnique. Bruce croyait que les arts martiaux devaient être un pont, pas une barrière. Lorsqu'il entra à l'université de Washington, il étudia le théâtre, la philosophie et la psychologie, des matières qui influenceraient profondément sa philosophie des arts martiaux. Cependant, l'école ne pouvait contenir une âme bouillonnante de créativité et d'idéalisme. En 1964, Bruce abandonna l'université et déménagea à Oakland, où il s'associa avec le maître d'arts martiaux James Yim Lee pour ouvrir une deuxième école d'arts martiaux. Ensemble, ils organisèrent des démonstrations d'arts martiaux et devinrent des noms connus dans la communauté des arts martiaux occidentaux. La même année, Bruce démontra le coup de poing d'1 pouce lors des championnats internationaux de karaté à Long Beach. La performance stupéfia toute la salle et marqua un tournant majeur dans sa carrière. Cependant, le succès n'arriva pas sans défi. Bruce fut vivement critiqué par la communauté traditionnelle des arts martiaux chinois pour avoir enseigné à des non-asiatiques. Cela mena à son célèbre combat avec le maître Wang Jackman à San Francisco. Il existe de nombreuses versions de ce combat, allant de 20 minutes à 3 minutes. Quoi qu'il en soit, le résultat fit prendre à Bruce conscience qu'il avait besoin d'une méthode de combat plus efficace. De là, il commença à développer son propre système d'arts martiaux appelé Jeet Kune Do, l'art de la voix qui n'a pas de voix, de 1966 à 1970. Bruce devint largement connu pour son rôle de Kato dans la série télévisée The Green Hornet. Bien que l'émission n'ait duré que peu de temps, elle apporta les arts martiaux asiatiques aux téléspectateurs américains. Il fut salué pour sa rapidité, son agilité et sa discipline. Mais Bruce ne s'arrêta pas là. Il continua de s'entraîner avec des combattants professionnels comme Gene Lebel et enseigna les arts martiaux à des stars d'Hollywood comme James Coburn, Steve McQueen et Roman Polanski. Bruce continua de s'efforcer de réaliser sa vision d'un nouveau cinéma d'action. Cependant, confronté à un racisme profond et à des préjugés à Hollywood, il décida de retourner à Hong Kong en 1971. Personne ne s'attendait à ce qu'en seulement 2 courtes années, il change toute l'industrie cinématographique asiatique. Son premier film de retour fut The Big Boss, suivi de Fist of Fury, qui brisèrent les records du box-office à Hong Kong et à travers l'Asie, transformant Bruce Lee en une icône internationale. Le succès du film le conduisit à créer sa propre société de production, où il écrivit, réalisa et chorégraphia les scènes d'action. Un exploit sans précédent pour un acteur asiatique à l'époque. En 1972, il sortit Way of the Dragon, qui le mettait face à l'emblématique boxeur Chuck Norris dans le Colisée romain, l'un des combats les plus iconiques de l'histoire du cinéma d'action. Cependant, lorsque Bruce était au sommet de sa carrière, la tragédie frappa. En 1973, alors qu'il terminait la post-production de Enter the Dragon, la première coproduction américano-hongkongaise,
Bruce Lee mourut soudainement à l'âge de 32 ans. Sa mort choqua le monde et reste un sujet controversé à ce jour. Bien que courte, la vie de Bruce Lee est un témoignage de sa volonté extraordinaire, de son esprit d'apprentissage incessant et de sa confiance en soi. Son héritage n'est pas seulement ses scènes d'action à l'écran, mais aussi une philosophie intemporelle de la vie. Soit comme l'eau, douce et flexible, mais suffisamment forte pour pénétrer n'importe quel obstacle. Lorsque Bruce Lee était au sommet de sa gloire, prêt à entrer dans l'âge d'or de sa carrière, la tragédie frappa soudainement. Il mourut subitement à un jeune âge, laissant des millions de fans inconsolables. Le monde reverra-t-il un jour une icône comme lui? Tragédie horrible. Enter the Dragon est devenu un phénomène mondial, marquant une forte pénétration du cinéma asiatique sur le marché hollywoodien. Cependant, tragiquement, la vie de Bruce Lee s'est terminée quelques jours avant la sortie officielle du film. Son départ soudain a plongé le monde dans un état d'incrédulité, de chagrin et de regret. En ce moment fatidique, le monde a perdu non seulement un artiste martial légendaire, mais aussi un homme qui avait lutté sans relâche contre les préjugés, les luttes intérieures et les barrières culturelles pour se faire une place dans un monde occidental sceptique. Après la mort choquante de Bruce Lee, le réalisateur Robert Clouse a dû faire face à une tâche extrêmement difficile: terminer le film Game of Death, un projet que Bruce Lee avait laissé inachevé. Avant cela, Bruce avait tourné plus de 100 minutes de scènes d'action de haut niveau avec des icônes des arts martiaux tels que Karim Abdul-Jabbar, une légende du basketball et un proche élève, et Ji Han-jae, l'un des meilleurs maîtres d'arts martiaux de l'époque. Le film raconte l'histoire de Hai Tien, un personnage joué par Bruce, un maître obligé de surmonter chaque niveau dans un temple. Chaque niveau ayant un adversaire et un défi différent, symbolisant la philosophie des arts martiaux et le parcours intérieur de l'homme. Cependant, comme le film n'a jamais été achevé, Clouse a choisi une direction controversée. Il a utilisé des cascadeurs comme Kim Tai-chung et Yuan Biao, et a réutilisé d'anciennes images de Bruce pour créer une toute nouvelle histoire. Malgré ses efforts pour relier le scénario, le public pouvait encore facilement reconnaître l'absence de continuité et la perte de l'âme du film, quelque chose que seul Bruce Lee pouvait apporter. Lorsque Game of Death a été publié en 1978, il ne contenait que 15 minutes de footage réel de Bruce. Ce fait a provoqué l'indignation des fans et des critiques, qui ont vu le film comme une insulte à son héritage. Ce n'est qu'en 2000, presque 3 décennies après la mort de Bruce, que le footage original a été publié dans son intégralité, offrant au public un regard plus authentique sur la vision artistique et les idéaux martiaux qu'il avait pour Game of Death. Ce moment n'a pas seulement été une découverte précieuse, mais aussi un ravivement de la passion et de l'admiration pour Bruce Lee, un homme qui a toujours cherché à dépasser les limites physiques et mentales de l'homme. En 1972, après le succès retentissant de The Big Boss et Fist of Fury, Bruce était enthousiasmé par une nouvelle collaboration avec le réalisateur Lo Wei, un film provisoirement intitulé Yellow-Faced Tiger. Cependant, en raison de désaccords et du désir de contrôle créatif, il décida de changer de direction, écrivant, réalisant et jouant dans Way of the Dragon lui-même, où il introduisit pour l'Aïe, première fois le style de combat Jeet Kune Do, et présenta un match classique avec Chuck Norris. Malheureusement, après le décès soudain de Bruce, plusieurs autres projets cinématographiques qu'il avait chéris n'ont jamais vu le jour. Parmi eux se trouvait The Seven Sons of the Jade Dragon, un projet initié par Shaw Brothers Studio, mais rapidement mis de côté, car personne n'avait le courage d'hériter de sa vision artistique. Cependant, l'esprit et les idéaux que Bruce a laissés ne disparaissent pas. Ces brouillons, scripts inédits et idées inachevées continuent d'inspirer la génération suivante. En 2015, sa fille, Shannon Lee, a collaboré avec Perfect Storm Entertainment pour donner vie à l'une des idées inachevées de son père, créant la série télévisée The Warrior, réalisée par le réalisateur acclamé Justin Lin. La série a été diffusée sur Cinemax en 2019, racontant une partie du parcours des immigrants chinois au XIXe siècle aux États-Unis, directement inspiré du manuscrit ancien de Bruce. Le succès de The Warrior a ouvert la voie à d'autres développements. En 2021, le producteur Jason Kothari a acquis les droits de développement de l'oublié The Silent Flute,
Un autre projet que Bruce avait écrit avec James Coburn est Sterling Elephant. Le plan est de le ramener sous forme de mini-série, avec l'ambition de maintenir l'esprit de Bruce tout en le modernisant pour un public du XXIe siècle. Bien que de nombreux projets n'aient jamais été annoncés ou soient encore sur papier, ils témoignent de l'ambition inébranlable de Bruce Lee, un homme qui non seulement rêvait, mais agissait aussi pour les rendre possibles. Dans son héritage, Bruce est non seulement rappelé pour ses scènes épiques, mais aussi en tant qu'icône philosophique des arts martiaux qui a défié la norme et ouvert la voie au cinéma martial moderne. Car pour lui, les arts martiaux étaient plus que de simples combats. C'est la vie, c'est la philosophie, c'est l'art et avant tout. C'est une manière d'être et de laisser une empreinte dans ce monde. Sous les projecteurs, quelqu'un comprend-il les blessures silencieuses que porte Bruce Lee? Au milieu de la gloire et de la pression, l'amitié est devenue un soutien précieux pour l'aider à surmonter ses moments les plus sombres. Mais l'amitié suffit-elle à apaiser le tourment dans son âme? Les amitiés et les luttes personnelles. Lors des funérailles de Bruce Lee, le 25 juillet 1973, au cimetière de Lakeview, à Seattle, l'atmosphère de deuil imprégnait toute la cérémonie. Mais en même temps, c'était un témoignage puissant de l'héritage émotionnel qu'il avait laissé derrière lui pour ceux qui l'entouraient. Ce n'était pas simplement une cérémonie d'adieu, mais aussi un moment de connexion entre les cœurs profondément influencés par cet homme. Exceptionnel, un homme qui portait en lui la flamme de la révolution dans les arts martiaux et le cinéma. Ceux qui étaient venus dire au revoir à Bruce ce jour-là n'étaient pas seulement des spectateurs ordinaires, des fans ou des collègues, mais des personnes proches qui étaient restées à ses côtés pendant de nombreuses années. Parmi eux, il y avait Taki Kimura, l'élève fidèle et ami de longue date de Bruce, à qui il avait confié de nombreuses philosophies profondes des arts martiaux. Dans Innocento, l'un des successeurs des arts martiaux de Bruce, également présent, non seulement en tant qu'élève, mais aussi en tant que frère spirituel. Les deux n'hésitèrent pas à accepter la responsabilité de porter le cercueil, un geste à la fois honorable et solidaire jusqu'au dernier moment. Plus encore, deux des plus grandes stars d'Hollywood, Steve McQueen et James Coburn, se tenaient côte à côte avec les amis asiatiques de Bruce, soutenant son cercueil. L'image était profondément symbolique, un échange culturel, un témoignage de l'influence que Bruce avait créée au-delà des frontières, non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans l'industrie cinématographique occidentale, où il avait dû lutter pour être reconnu. James Coburn, qui avait développé le script inachevé de Silent Flute avec Bruce, ne pouvait cacher ses émotions lorsqu'il se tenait devant une grande foule d'amis et de fans pour lire l'éloge funèbre. Dans ses mots étouffés, il ne se contenta pas de louer le talent de Bruce et son dévouement sans relâche, mais insista également sur sa manière de vivre. Fort, idéaliste, et toujours en quête de vérité. Coburn décrivit Bruce comme un guerrier intellectuel, quelqu'un qui luttait non seulement avec ses poings, mais aussi avec son esprit et son âme, défiant constamment les frontières sociales et culturelles de son époque. Steve McQueen, le symbole de la rébellion et de la liberté dans le cinéma américain, était quelqu'un que Bruce admirait profondément. Malgré le fait qu'il fût la plus grande superstar de son époque, McQueen prenait toujours le temps de s'entraîner en privé avec Bruce, non seulement pour apprendre les arts martiaux, mais aussi pour partager ses vues sur la vie. Leur amitié était fondée sur un respect mutuel, une amitié de peu de mots, mais pleine de signification. Le fait que McQueen accepte de porter le cercueil n'était pas simplement une question d'honneur. C'était un acte privé et émotionnel, montrant le niveau d'attachement entre deux hommes forts mais solitaires, chacun suivant son chemin vers la grandeur. Tout au long de la cérémonie, personne ne pouvait nier que Bruce n'était pas seulement une étoile brillante à l'écran ou un artiste martial légendaire, mais aussi un ami fidèle, un professeur et un compagnon. Les relations qu'il avait bâties, qu'elles soient en Asie ou à Hollywood, étaient tissées de sincérité, de confiance et d'une forte inspiration. Et c'est ce qui rendit ces funérailles l'un des événements les plus émouvants de l'industrie du divertissement dans les années 70, où amitié, gratitude et perte se croisaient dans chaque larme. L'influence de Bruce Lee s'étend bien au-delà des limites de l'école d'arts martiaux, du studio de cinéma et des relations superficielles. Son héritage se propage à travers les langues, les cultures et même le temps, atteignant ceux qui recherchent un sens de la force et de la liberté dans le corps et l'esprit. Ceux qui ont été mentorés par lui.
directement ou indirectement, ont connu des changements profonds dans leur vie. Non seulement dans leurs compétences, mais aussi dans leur compréhension d'eux-mêmes et de leur existence. L'un des exemples les plus notables est Kareem Abdul-Jabbar, la légende de la NBA qui chercha Bruce non seulement pour améliorer ses capacités physiques, mais aussi parce qu'il était attiré par sa philosophie de la vie et sa façon de penser en dehors des sentiers battus. La combinaison d'un homme de presque 2,20 m et d'un artiste martial asiatique mesurant à peine 1,70 m créait une image impressionnante et stimulante dans le film Game of Death, où Bruce non seulement dirigea, écrivit le scénario, mais conçut également les combats philosophiques, symbolisant le processus de dépassement de ses limites. La relation entre les deux ne s'arrêta pas là. Kareem, après la mort de Bruce, mentionna souvent ce dernier comme un enseignant, unconfident, et un exemple de discipline et de courage. Dit même, Chuck Norris, l'un des artistes martiaux les plus célèbres d'Amérique, affronta Bruce dans un match classique au Colisée romain dans Way of the Dragon, 1972. Mais au-delà de ce combat emblématique, Chuck déclara un jour que ce qu'il avait le plus appris de Bruce n'était pas les techniques de combat, mais l'approche des arts martiaux en tant qu'art de vivre. Bruce enseigna que gagner n'est pas l'objectif ultime. Se connaître soi-même est l'objectif ultime. Après la mort de Bruce, Chuck continua à rester en contact avec Linda, la femme de Bruce, et sa famille, comme moyen de préserver la connexion sacrée qu'ils avaient autrefois partagée. L'influence de Bruce s'étendit au-delà du monde des arts martiaux pour inclure des figures de haut niveau dans les arts. Roman Polanski, le célèbre réalisateur polonais, et Sharon Tate, la star hollywoodienne la plus brillante, furent également ses élèves. Chaque séance d'entraînement n'était pas seulement un moment pour l'entraînement physique, mais aussi une occasion pour Bruce de transmettre des idées profondes sur la concentration, d'être présent dans chaque instant. Quelque chose que Polanski lui-même dit plus tard l'avoir aidé à équilibrer la créativité et les pressions de la vie. L'invitation de Polanski à Bruce en Suisse pour un entraînement privé pendant qu'il filmait montre le niveau de confiance absolue et d'influence personnelle profonde de Bruce, un homme qui n'était pas seulement un coach, mais aussi un penseur aux yeux de ses amis internationaux. Mais derrière ces brillants succès, il y avait des jours où Bruce devait lutter seul avec d'innombrables difficultés, tant physiques que mentales. En tant qu'Américain d'origine chinoise, Bruce comprit rapidement la dureté du racisme, non seulement dans la vie quotidienne, mais surtout dans l'industrie cinématographique hollywoodienne des années 60 et 70. Malgré son talent exceptionnel et son attrait particulier, Bruce se voyait constamment rejeter des grands rôles simplement parce qu'il n'était pas blanc. Le rôle de Kato dans The Green Hornet en est un exemple. Malgré sa performance exceptionnelle et son amour du public, Bruce ne reçut jamais la reconnaissance qu'il méritait de l'industrie cinématographique et dut vivre avec l'étiquette de acteur asiatique secondaire. Plus il montait en grade, plus la pression devenait lourde. Bruce devait toujours lutter pour affirmer sa voix dans un Hollywood conservateur et préjugé. Il écrivit ses scénarios, dirigea ses films, chorégraphia ses arts martiaux et créa même sa cinématographie. Tout cela parce qu'il voulait raconter une histoire aussi authentique que possible, où les Asiatiques n'étaient plus stéréotypés ou utilisés comme accessoires pour des personnages blancs. Mais ces efforts étaient également accompagnés d'une grande solitude, car tout le monde autour de lui ne comprenait pas ou ne soutenait pas ses idéaux. Sur le plan de la santé, Bruce dut également faire face à de fortes douleurs au dos, résultant d'une blessure subie lors d'un entraînement intense. Malgré les avertissements des médecins qui lui disaient qu'il ne pourrait peut-être jamais plus pratiquer les arts martiaux, Bruce combattit contre vent et marée, écrivant Tao of Jeet Kune Do pendant sa convalescence, comme un moyen non seulement de consigner ses pensées sur les arts martiaux, mais aussi de se surpasser lui-même. Mais vers la fin de sa vie, il commença à montrer des signes d'épuisement physique et mental. Voyageant constamment entre Hong Kong et les États-Unis, avec un emploi du temps de tournage serré, la pression des producteurs et d'énormes attentes du public, il n'avait plus de véritable temps de repos. En juillet 1973, lorsque Bruce mourut soudainement à l'âge de 32 ans, beaucoup de gens furent choqués. Ils étaient non seulement attristés par la perte d'une star des arts martiaux, mais aussi par la disparition prématurée d'une âme qui brillait intensément. Dans ce halo,
Peu de gens ont vu la douleur que Bruce avait silencieusement endurée. Les nuits sans sommeil, les jours de lutte contre la douleur au dos, les moments où il dut endurer d'être privé d'opportunités simplement à cause de la couleur de sa peau. Parce qu'au-delà de l'image d'une légende, il y avait un être humain avec de grands amis, de grands rêves et de silencieuses batailles que le monde comprend rarement. Qu'est-ce que qui, selon vous, a rendu Bruce Lee immortel dans le cœur de ses fans, bien qu'il n'ait vécu que 32 ans? Dans l'ère actuelle, qui, selon vous, continue l'esprit et la philosophie de vie de Bruce Lee? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.